Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères, une autre fois dans la deuxième partie du cours du coccygram positif. Cette fois-là, on va voir la famille des streptococcacées et les entérococcacées. On a vu déjà la fois passée les familles des staphylococcus. On a déjà vu le staph doré, le staphylococcus coagulase négative ou bien le staph blanc. On a vu leurs manifestations cliniques, leurs lésions pathogènes. Cette fois-là, on va voir les streptococcacées. Donc, la famille des streptococcacées regroupe un ensemble hétérogène de bactéries. Il existe 84 espèces et sous-espèces classées en 7 genres. 7 genres, ce qui nous intéresse, c'est le plus souvent les streptococcus et moins fréquemment les enterococcus. Ce sont les deux bactéries à intérêt médical, surtout la famille des streptococcacées. Donc, dans cette partie-là, on va détailler les streptococcacées et les enterococcacées. Maintenant, la famille des streptococcacées et leurs propriétés communes. Bien sûr, ce sont des cocci à gram positifs qui sont inférieurs à 2 micromètres de diamètre. Ils sont immobiles, mais ils sont cette fois-là groupés en chaînettes ou paires. Donc, le terme strepto, comme je vous ai dit la fois passée, veut dire chaîne. Donc, ce sont des oxyagrammes positifs regroupés en chaînettes ou bien par paire, on parlera de diplocoques. Ce qu'on va voir dans les plaques suivantes. Au contraire des familles des staphylococcacées qui sont, leur culture était non exigeante, le milieu de Chapman était leur milieu favorable. De culture, cette fois-là, ces bactéries sont exigeantes et nécessitent des facteurs de croissance. Le milieu enrichi avec 5% de sang, sauf pour les enterococcacées. Et le caractère de cette famille-là, ce sont de petites colonies qui ont un pouvoir hémolytique. Donc, les streptococcacées, on peut les classer comme hémolytique bêta, hémolytique alpha ou bien l'absence de critères d'hémolyse. Ça, c'est une notion importante. La famille des streptococcacées sont classés en colonies selon leur pouvoir hémolytique. Ils peuvent être bêta-hémolytiques, alpha-hémolytiques ou non hémolytiques, ou bien activité hémolytique absente. Ils sont anaérobies préférentiels, mais ils sont aérotolérants à 24 heures à 37 degrés Celsius. Donc, la famille des staphylocoques était aéro-anaérobie facultative. Cette famille-là, par contre, elle est anaérobie préférentielle, mais elle est aérotolérante. Elle peut tolérer le milieu aérien. Maintenant, la fois passée, la famille des staphylococcacées était catalase positive, oxydase négative. Cette fois-là, bien sûr, les streptos n'ont pas un pouvoir de catalase. Ça, c'est le premier cours, ou bien la première partie. Ils sont catalase négative, oxydase négative. Tout ce qui est en gras est essentiel. Tout ce qui est en gras, ce sont des questions fréquentes d'examen. Donc, si on récapitule, la famille des streptococcacées sont des coccygram positifs immobiles, regroupés en chaînettes ou en paires. Leur culture est exigeante, sont groupés ou bien sont divisés en colonies selon le pouvoir hémolytique, ou bien alpha-hémolytique, bêta-hémolytique ou non hémolytique du tout. Sont aéro-anaérobies préférentiels, mais aérotolérants, et leur caractère biochimique, ce sont des catalases négatives. Il ne faut pas mélanger entre la famille des staphylococcacées et les streptococcacées et leur caractère biochimique. Ça, c'était les propriétés communes des familles des streptococcacées. Maintenant, leur classification. Comme je vous ai dit, la classification est basée sur leur pouvoir hémolytique. Ils peuvent être bêta-hémolytiques,
bêta, les bêta-hémolytiques ont un pouvoir hémolytique complet. On parle de bêta complète. Ou bien alpha-hémolytique. Alpha, ils ont un pouvoir hémolytique incomplet. On dit là, ce sont des verdissantes. Ou bien ils peuvent être non hémolytiques. Donc, ce sont groupés sur trois catégories. La bêta-hémolytique complète, l'alpha incomplète ou bien non hémolytique. Ça, c'était la classification selon leur pouvoir hémolytique. Maintenant, ils peuvent être classés selon leur caractère immunologique. Ils sont regroupés selon la classification de Lancefield, selon leur structure antigénique de leur paroi, en plusieurs sous-espèces ou bien sous-familles. On a le A, le B, le C, le D, le F et le G. Donc ça, c'est la classification de Lancefield selon la caractéristique immunologique. Et là, ils sont classés selon leur pouvoir hémolytique. Et bien sûr, leur caractère biochimique et génétique, ils vont déterminer l'espèce. Donc vous voyez que la classification des streptococcacées est basée sur leur pouvoir hémolytique, leur caractère immunologique selon la classification de Lancefield, que vous devez les retenir, et leur caractère biochimique et génétique. Là, c'est les caractères biochimiques. Ça, c'est du premier cours de généralité sur les bactéries. Ça, c'était brièvement la classification des streptococcacées. Vous devez baser sur la classification de Lancefield et ne pas mélanger les pouvoirs hémolytiques de différentes souches qui existent dans cette famille. Là, on voit une culture d'une famille de streptococcacées du pouvoir bêta-hémolytique. Là, ils ont un pouvoir hémolytique total. Là, un pouvoir hémolytique partiel. Donc, ça, c'est du bêta-hémolyse. Là, c'est du alpha-hémolyse. Ça, c'était quelques exemples biologiques. Là aussi, c'est un pouvoir bêta-hémolytique complète. Là, c'est alpha-hémolytique. Maintenant, on passe aux cliniques. Quelles sont les infections causées par les streptococcacées? Commençons par le Streptococcus pyogène. Cette espèce pyogène, elle est responsable d'une angine bactérienne, une otite de l'enfant, une sinusite et un adénophlègement ou bien des adénophlègments. Ce sont aussi ce streptocoque et l'agent de la scarlatine, c'est la toxine érythrogène. On va voir ça dans quelques minutes. Ils ont une incubation courte. Après ça, les manifestations vont survenir sous forme d'angine, fièvre, érythème diffus et des desquamations. Ça, c'était le Streptococcus pyogène. C'est l'agent de la scarlatine, l'angine bactérienne, l'otite de l'enfant, la sinusite et l'adénophlègement. Ça, c'était les manifestations les plus visibles. Maintenant, ça peut donner aussi, ce Streptococcus pyogène, il peut donner des infections cutanées. Il peut nous donner un impétigo, l'érysipèle et la cellulite nécrosante. Ce sont des infections cutanées graves. L'impétigo est une pyodermite superficielle croûteuse, scintillante et contagieuse. L'érysipèle est une dermoépidermite douloureuse avec fièvre et frisson. Et la cellulite nécrosante, c'est une infection sous-cutanée extensive gravissime d'évolution très rapide. On parle là de flesh eating bactériaire. Ça, c'est la scarlatine. Ça, ce sont des manifestations cutanées du streptocoque pyogène. Là, c'est une
angine bactérienne due à streptocoque. Là, c'est l'érysipèle de la jambe. Elle est luisante, chaude, très douloureuse. Ça, c'est pathognomonique au streptococcus pyogène et d'autres manifestations cutanées avec des réactions thermiques. Comme si ce cas-là, c'est un impétigo. Ils ont aussi des manifestations systémiques. Le streptococcus peut causer un choc toxique streptococcique. C'est d'origine cutanée le plus souvent de la porte d'entrée cutanée. C'est la scarlatine. C'est une toxi-infection d'origine pharyngée et autres surinfections de plaies, des abcès ou bien des panaries. Donc, le streptococcus pyogène peut se manifester sur des angines bactériennes, des otites. C'est l'agent de la scarlatine. Il donne des manifestations cutanées sous forme d'impétigo, d'érysipèle, de cellulite nécrosante, une infection grave qui va détruire tout le tégument cutané et aussi peuvent donner des affections systémiques à cause des toxines libérées. On parle de choc toxique streptococcinique. Il est souvent d'origine cutanée et on n'oublie pas la toxi-infection à la scarlatine. Donc, ce sont des manifestations cliniques du strepto. On répète, c'est de l'angine bactérienne. Ça, c'est de l'érysipèle de la jambe. Ça, c'est de l'impétigo, de desquamation cutanée. Et là, c'est la fameuse scarlatine qui est une manifestation généralisée cutanée. Les infections à streptococcus n'arrêtent pas là. Ils peuvent même passer aux complications post-streptococciques. Ces complications-là, vous devez les retenir par cœur. Donc, la streptococcie, après qu'elle passe à la chronicité, elle va donner ou bien elle va l'aider à des complications sévères. La première complication, c'est le rhumatisme articulaire aigu. C'est une maladie inflammatoire avec une atteinte cardiaque du myocarde, du péricarde et du valve et des polyarthrites aiguës de grosses articulations. Donc la première complication, c'est le rhumatisme articulaire aigu qui va toucher le cœur et les articulations. Deuxièmement, la deuxième complication de ce streptocoque, c'est les atteintes neurologiques. Il peut donner la chorée aiguë de Sydenham. C'est un trouble de coordination du mouvement. Ça, c'est de la chorée, ça, c'est de la neurologie, qui survient dans les premières semaines après l'infection de cette angine. Donc, il a des atteintes neurologiques. Aussi, il peut donner des glomérulonéphrite aiguës. Ce sont des atteintes rénales pouvant évoluer vers l'insuffisance rénale 2 à 3 semaines après l'infection cutanée ou angine. C'est la porte d'entrée des streptocoques. Ou bien c'est l'érythème noueux, infection qui touche la vascularisation ou bien les vaisseaux. C'est l'apparition des nodules sous-cutanés douloureux et violacés. Donc, si on récapitule les complications post-streptococciques, ce sont des questions fréquentes d'examen. C'est le rhumatisme articulaire aigu, le RRA, l'atteinte neurologique ou bien la chorée de Sydenham, la glomérulonéphrite aiguë avec insuffisance rénale et l'érythème noueux. Ces 4 critères-là, vous devez les retenir par cœur. Ce sont des complications graves. Donc, on avait vu le premier agent, c'est le streptococcus pyogène. C'est un agent infectieux très néfaste avec des manifestations cliniques gravissimes. Maintenant, on va passer à une deuxième souche. C'est le streptococcus agalaxia. Donc, le streptoagalaxia, c'est une infection maternelle fœtale in utero. Elle touche les nouveau-nés.
dès les premiers jours de naissance. C'est une septicémie avec méningite et pneumonie, avec un taux de mortalité très élevé chez ces nourrissons, entre 15 et 50%. Donc, le Streptococcus agalacti, il est très mortel dans le terrain des nouveau-nés, avec des septicémies, des méningites et des pneumonies sévères. Leur taux de mortalité est de 50%, ce sont des chiffres très élevés. Donc, le strepto, ce sont des manifestations ou bien des agents infectieux ou bien des bactéries néfastes et mortelles. Il ne faut pas les sous-estimer. Dans ce, dans ce contexte de de streptococcus agalactia, l'infection du nouveau-né, c'est lors de l'accouchement. C'est la première semaine ou bien à 3 mois après la naissance qui se manifeste, surtout par des méningites. La mortalité là est de 2 à 10%. Donc, la mortalité reste élevée, quelle que soit la période d'infection, que si elle est maternelle-fœtale ou bien lors de l'accouchement, il gardera ce nourrisson des séquelles avec un taux de mortalité qui va achever 10%. Donc, le terrain Staphylococcus streptocoque agalacti, c'est les nouveau-nés avec des infections maternelles-fœtales ou bien lors de l'accouchement, ils sont mortels ou bien ils vont laisser des séquelles gravissimes. Alors, d'autres infections, il peut donner d'autres infections chez l'enfant ou bien l'adulte. Ce sont des infections urinaires, fasciite, méningite, pneumonie chez les personnes âgées ou immunodéprimées. Donc, vous voyez le terrain vaste, la clinique vaste de cet agent pathogène, ce streptocoque agalacti, qui est néfaste sur les nouveau-nés, les infections, les septicémies, méningite, de la pneumonie. Et on n'oublie pas le taux de mortalité élevé et d'autres infections urinaires. Et n'oublie pas le terrain d'immunodépression et les personnes âgées. Ça, c'était brièvement le Streptococcus agalacti, le deuxième agent pathogène ou bien la deuxième espèce dans les Streptococcacées, la famille des Streptococcacées. Maintenant, on va voir le troisième agent, c'est les entérocoques. Donc, ces entérocoques, ou bien le genre Enterococcus, comprend plus de quinzaine d'espèces, sont les plus fréquemment des pathologies humaines, sont les Enterococcus fecalis ou bien l'Enterococcus facium. Ce sont des deux espèces bien souvent retrouvées dans la pratique médicale, les Enterococcus fecalis et l'Enterococcus facium. La caractéristique de cette espèce de entérocoque, c'est comme le streptocoque D, il possède l'antigène D. Donc, il ressemble au streptococcus selon la classification de Lancefield, qui est classé en D. Donc, les entérocoques possèdent l'antigène D. Ce sont des coccigrammes positifs en longue chaînette. Ils sont alpha ou non hémolytiques. Ils sont rarement bêta-hémolytiques. Donc, ça, c'était les caractéristiques des entérocoques. Et les deux agents pathogènes fréquemment retrouvés, c'est l'Enterococcus fecalis, l'Enterococcus facium. Ils ont l'antigène D, sont des coccigrammes positifs de longue chaînette. Ils sont alpha ou non hémolytiques, rarement bêta-hémolytiques. Ils hydrolysent les sculines et ils se développent sur des milieux hyper salés à concentration élevée de NaCl qui peut atteindre 6,5%. Ces entérococcus sont des commensaux habituels des flores bucco-pharyngées et intestinales de l'homme et des animaux. Donc, ils sont commensaux, mais ils peuvent devenir pathogènes dans des conditions favorables.
Ça, c'était brièvement le troisième espèce. C'est les entérocoques. Là, un tableau récapitulatif de tout ce qu'on a dit. Et là, c'est de l'espèce Fecalis. Là, c'est de l'espèce Passion, avec quelques critères biologiques et biochimiques. Et là, c'est les infections et la sensibilité aux antibiotiques. Ils peuvent donner des infections urinaires, infections biliaires avec suppuration abdominale, des septicémies, des endocardites, association avec les entérobactéries et les anaérobies. Donc, et ces entérocoques ont une sensibilité modérée ou des résistances aux pénicillines. Donc, ils sont très résistants, ils ont une sensibilité modérée ou bien ils résistent à la pénicilline totalement. Ils résistent aux glycopeptides. Ça, c'est grave. Les glycopeptides sont parmi les antibiotiques du dernier recours concernant les oxygrammes positifs. Donc, ils vont causer des épidémies et ils nécessitent souvent des associations des antibiotiques. Donc, c'est une espèce virulente difficile à combattre qui nécessite l'association de plusieurs antibiotiques. Ça, c'était les infections causées par les entérocoques. Ce sont des infections graves qui sont résistants aux antibiotiques, nécessitant souvent l'association des antibiotiques. Maintenant, la dernière espèce, le Streptococcus pneumonia, ou bien le fameux pneumocoque, c'est l'infection du voie respiratoire, voie aérodigestive, le fameux pneumocoque qu'on va détailler maintenant. Le pneumocoque, c'est un diplocoque. Diplocoque veut dire ce sont deux coccyx qui sont reliés les uns à l'autre. C'est pas une chaîne, c'est juste deux. Là, vous voyez deux coccyx qui sont reliés les uns entre eux-mêmes. Ce sont à grains positifs en forme de flamme de bougie ou bien de huit, parfois associés en courte chaînette. Donc, les caractères morphologiques des pneumocoques, ce sont des diplocoques à grains positifs en forme de flamme de bougie ou bien en huit. Ils sont capsulés. Là, on voit la capsule qui est en blanc après la coloration de grammes. Donc, ça, c'est en rouge. Ça, c'est question fréquente d'examen. On répète, les pneumocoques sont des diplocoques à grains positifs sous forme de flamme de bougie ou bien de huit. Sont des formes virulentes. Ils sont capsulés. Ça, c'est après l'expérience de Griffith. Ils sont exigeantes. Ils exigent un milieu additionné de sang. Et ils donnent des petites colonies entourées d'une zone d'hémolyse alpha, parfois des muqueuses. C'est de la capsule. Ils sont sensibles à l'optochine, ou bien colorés par l'optochine. Si on répète, le pneumocoque, c'est un diplocoque en flamme de bougie, encapsulé. Il est virulent, il exige des milieux de sang et il est hémolytique, souvent entouré par des zones d'hémolyse alpha. Maintenant, on arrive à la dernière plaque. C'est les manifestations cliniques du fameux pneumocoque et leur pouvoir pathogène. Donc, les pneumocoques sont des hôtes normaux des voies respiratoires supérieures de l'homme. Ils sont transmettent de l'homme à l'homme par voie aérienne. Et ils sont responsables de la PFLA, la fameuse PFLA. C'est la pneumonie franche lobaire aiguë. Ça, vous devez le retenir. Le pneumocoque est un agent pathogène qui cause la fameuse PFLA. La PFLA, c'est la pneumonie franche lobaire aiguë. Il peut causer aussi une bronchite catarrhale grave chez le nourrisson. C'est la bronchite capillaire. Chez le vieillard aussi, ou l'immunodéprimé. Il cause des pleurésies,
des infections orales, des otites, des mastoïdites, des sinusites, mais aussi des angines, des pharyngites et laryngite. Le pneumocoque a un intérêt médical très vaste. Il est retrouvé presque dans toutes les infections pulmonaires. Et on n'oublie pas qu'il peut aussi causer des méningites d'évolution souvent sévères. C'est la méningite à pneumocoque. Tout ça, vous allez détailler dans le module de l'infectiologie. Ce qu'il faut retenir maintenant, que le streptocoque est un agent pathogène qui cause des pneumonies franches lobaires aiguës, c'est de la PFLA. Il est néfaste pour les nourrissons et les immunodéprimés. Il cause des pleurésies, des infections orales et il peut donner la fameuse ou bien la sévère méningite à pneumocoque qui est une urgence vitale. Là, nous sommes arrivés à la fin du cours des coxygrammes positifs. On a vu les plusieurs espèces avec leurs pouvoirs pathogènes. Donc, vous voyez que les coxygrammes positifs ont un intérêt médical vaste. Ils donnent de multiples infections de sévérité variable. Donc, en tant que médecin généraliste, vous devez retenir leur pouvoir pathogène, leur sensibilité aux antibiotiques, leur caractère biochimique et métabolique, et pour les isoler et les diagnostiquer afin d'établir la conduite thérapeutique adéquate. Donc, j'espère la vidéo était claire. N'oublie pas d'abonner. Toujours le support est disponible dans la description. N'oubliez pas de laisser vos commentaires concernant la qualité des vidéos et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Merci pour votre attention.